Alors, bon matin à tous. On est encore nombreux. Je pense que d'avoir transféré nos midis en matin, ça semble être gagnant. Alors, 29 personnes ce matin en présentiel. Je pense qu'on est une quarantaine en ligne. Sujet évidemment très intéressant. Parlez-en à notre conférencière. Alors, je voudrais en premier lieu remercier Manuvie qui nous permet, c'est notre commanditaire principal, d'offrir ces matins conférences. Alors, je vais tout de suite passer à la présentation d'Isabelle Traversy. Alors, Isabelle, elle est CPA, CA et avocate associée en fiscalité chez Demers Beaune. Elle cumule plus que 20 ans d'expérience en fiscalité corporative canadienne. Alors, les clients de Maître Traversy sont principalement constitués de sociétés privées et d'actionnaires dirigeants. Son expérience lui permet de conseiller ses clients dans l'atteinte de leurs objectifs d'affaires, de planification et de conformité. L'expérience de Maître Traversy en comptabilisation des impôts lui permet de mesurer l'impact de certaines décisions sur l'information financière en découlant. Donc, elle va nous traiter des nouvelles règles concernant les restrictions des dépenses excessives, d'intérêt et de financement. Alors, je te laisse la parole, Isabelle. Alors, bonjour à tous. D'entrée de jeu, j'ai envie de vous dire que j'ai accepté de faire cette présentation-là l'année dernière. Évidemment, je ne savais pas dans quoi je m'embarquais. Il y a quelqu'un ce matin qui m'a dit que j'étais courageuse. Je dirais plus que c'est un peu de la folie, là. Donc, ces règles-là, premièrement, on est encore en proposition législative, c'est important de le mentionner. Donc, ces règles-là, je les ai prises dans les propositions législatives, je les ai mis dans un document Word, ça fait 60 pages. Donc, en petits caractères, là. Fait que c'est colossal comme exercice de vouloir débroussailler ces mesures-là. Moi, je compare ça un peu à quand, tu sais, l'article 34.2 est arrivé là, pour les sociétés de personnes, là, où il y en avait un paquet de définitions, comme des nouveaux concepts, puis tout ça, il fallait se démêler. 120.4, tu sais, l'impôt sur le revenu fractionné, quand c'est arrivé il y a quelques années, encore là, il fallait tout démêler des nouvelles définitions. C'est un peu ça aussi qu'on fait, là. Les 60 pages, là, je dirais que le 3/4, c'est des nouveaux concepts et des nouvelles définitions pour arriver à comprendre la règle, puis à l'appliquer correctement, l'exception de l'exception, etc., etc. Là. Donc, vous comprenez qu'en 1 heure et quelques, là, on va dire 1 heure et quart, 1 heure et quart, on va regarder les bases, là, le sommaire de cette règle-là, sans rentrer dans le détail. Puis ça, je vais le mentionner, parce que c'est important, là, parce qu'on pourrait faire, je pense, une journée de colloque sur tous ces sujets-là, là, mais sans rentrer dans le détail, tous les détails de sociétés étrangères affiliées puis de sociétés de personnes. On va en parler un petit peu à la fin, mais quand on va regarder les définitions, on ne regardera pas tous les détails de ce qui rentre dans les définitions en matière de sociétés étrangères affiliées puis de sociétés de personnes, parce que sinon, ça va devenir ultra lourd. Puis on va perdre probablement le focus sur ce qu'on veut faire, c'est-à-dire comprendre qu'est-ce qu'on essaie de faire avec cette règle-là. Pourquoi c'est compliqué de même, je pense, c'est un commentaire éditorial, là. Je pense que c'est compliqué parce que on essaye d'avoir une approche, on va dire, consolidée de dépenses d'intérêt puis de revenus dans un contexte canadien où la consolidation n'existe pas au niveau fiscal. Donc, ça prend un paquet de définitions pour essayer d'arrimer nos entités canadiennes, là, puis d'essayer de s'arrimer sur ce qui se fait ailleurs dans le monde. Parce que, c'est ça, si on résumait, là, on le dit, ça fait longtemps, là, on dit, ben oui, les restrictions des dépenses excessives d'intérêt et de financement, qu'on va appeler affectueusement les règles de l'article 18.2, là, pour ne pas toujours répéter le terme. Donc, ces règles-là, dans le fond, c'est aussi simple que on veut accorder une dépense d'intérêt jusqu'à concurrence de 30 % du bailleur. Ça, c'est ça qu'on veut faire, là. Si on résume, là, c'est ça qu'on essaye de faire. Mais là, on ne peut pas juste dire ça, pour plein de raisons. C'est que les dépenses d'intérêt, on ne vise pas juste les dépenses d'intérêt à 21C, on veut viser un paquet d'autres dépenses qui pourraient se disséminer ailleurs dans d'autres déductions.
par exemple, des éléments d'intérêt qui se retrouveraient dans des déductions comme des frais d'aménagement, d'exploration, des choses comme ça qui se trouvent dans l'industrie minière. On pourrait avoir des éléments d'intérêt là-dedans qu'on va vouloir capter dans ce qui s'appelle la dépense d'intérêt. Donc, on ne peut pas juste dire c'est une dépense d'intérêt à 21C ou des frais de financement. Ça serait trop simple, c'est pas ça qu'on veut. Fait que là, on a un paquet de définitions pour venir englober d'autres choses. Fait qu'en partant, on a un écueil. On ne peut pas juste dire je prends l'intérêt puis je peux déduire jusqu'à 30 du BAYA. L'autre idée, c'est que le BAYA, c'est une notion comptable. On le sait depuis longtemps, la fiscalité n'utilise pas les normes comptables. Donc, là, il faut se créer d'autres définitions pour arriver à créer un BAYA fiscal. Donc, on va avoir probablement des termes qui vont s'imposer. Du genre, on a toujours dit le revenu protégé, c'est comme les BNR fiscaux. Mais là, le revenu imposable ajusté aux fins de ça, c'est comme un BAYA fiscal. C'est un peu ça qui va arriver. Fait que c'est tous ces concepts-là qui font qu'il y a énormément de définitions pour essayer d'arriver à une règle qui, à la base, semble assez simple. Donc, c'est un peu ça le point de départ. Ça, là, c'est les abréviations qu'on utilise dans le document. Puis, dans le fond, on voit que dans ces abréviations-là, on a beaucoup de nouvelles abréviations. Donc, on va avoir, je vois un peu en rafale, le bénéfice net comptable du groupe. Ça, c'est nouveau. C'est un nouveau concept. Je l'ai dit tantôt, on essaye de faire de la consolidation en canadien. Donc, il faut comme inventer une définition, il faut inventer un concept. Dépenses d'intérêt et de financement, évidemment. Là, ça, c'est ce dont on parle aujourd'hui. Ensuite, dépenses d'intérêt et financement de sociétés affiliées pertinentes. Ça, c'est une affaire qu'on ne connaissait pas. Fait que tout un paquet de définitions comme ça qui arrivent dans le contexte de 18.2. Fait qu'on peut imaginer que toutes ces définitions-là, certaines vont prendre, je sais pas moi, 4-5 pages. Là. Fait que c'est ça qui fait que c'est très, très lourd à décortiquer. Donc, soyez indulgents avec moi. On parle de propositions législatives, pas d'interprétation technique, des notes, des notes là, des notes complémentaires aux propositions, mais qui varient à mesure que les propositions se clarifient et pas se clarifient, se modifient. Donc, les propositions sont modifiées et toujours complexifiées. C'est ça, c'est la beauté de la chose. Donc, on regarde l'historique pour essayer de comprendre encore une fois qu'est-ce qu'on essaie de faire avec ça. Donc, on part du BEPS. Donc, l'idée du Canada, c'est de venir se joindre à... Les États-Unis le font déjà, de limiter leurs dépenses d'intérêt. Le Royaume-Uni, d'autres pays en Europe, là, on n'a pas besoin de les lister, mais l'idée, c'est qu'on veut s'arrimer avec ce qui se passe au niveau mondial. Donc, ça, c'est la première idée. Puis, je le répète, nous, on a un système qui ne consolide pas les entités canadiennes. Donc, ça amène un peu de difficulté parce qu'on veut pas calquer, mais en tout cas, s'arrimer ou ressembler à ce qui est limité ailleurs. Donc, 2021, proposition budgétaire. Donc, ça fait déjà 2 ans. Ensuite, 4 février 2022, proposition législative. Là, il y a eu une période de consultation qui se terminait en janvier 2023. Là, dans le budget de 2023, le ministre des Finances est venu dire on a encore l'intention d'y aller de l'avant avec 18.2, etc. On n'entend plus parler. On arrive... Ah oui, il y a eu le 3 novembre aussi. Il y a eu d'autres propositions le 3 novembre. J'ai oublié de le mentionner. Fait que j'ai eu 4 février. Là, après ça, je suis arrivée le 3 novembre. Là, il y avait tout un paquet de nouvelles règles sur les sociétés étrangères affiliées. Donc là, c'était encore plus complexe. Là, il y a eu la période de consultation. Je répète, on arrive en janvier, fin de la période de consultation. On arrive en mars dans le budget. On veut continuer, on va de l'avant. Là, on attend. On arrive le 4 août, des nouvelles propositions législatives avec encore des règles complexes ou en tout cas des modifications, encore une fois. Fait qu'à chaque fois, il y a des surprises qui arrivent avec les nouvelles propositions. Puis là, le 4 août, ils ont dit il y a des consultations qui vont avoir lieu jusqu'au 8 septembre. Puis là, je ne sais pas vous, moi, j'ai rien vu passer depuis le 4 août. Rien. Puis dans l'énoncé économique de la semaine dernière, il n'y avait rien. Ça ne parlait de rien au niveau de 18.2. Et ça ne mentionnait pas non plus qu'on a encore l'intention d'aller de l'avant. Il n'y avait rien du tout. Mais bref, on pense qu'ils vont aller de l'avant quand même, là, mais je vais juste le mentionner.
Donc, aujourd'hui, je ne fais pas de comparatif entre qu'est-ce qu'il y avait le 4 février, qu'est-ce qu'il y avait le 3 novembre, qu'est-ce qu'il y avait maintenant. Ce n'est pas ça l'idée. Là. Je prends les propositions du 4 août, puis c'est avec ça qu'on va bâtir notre réflexion. Puis, l'autre chose que je veux mentionner, c'est qu'il y a des règles particulières aussi pour les institutions financières, les compagnies d'assurance. Ça, on n'en parle pas, je veux vous le dire. Puis, c'est ça. Fait que ça ressemble à ça. Je veux juste faire des mises en garde parce qu'on ne peut pas aller dans tout le détail. Donc, qu'est-ce que ça vise, ces règles-là? Ça vise les contextes d'entreprises multinationales. Vous allez le voir avec les règles d'entité exclue qu'on va regarder tantôt. À la base, c'est ça qu'on vise, mais ça se pourrait qu'on accroche du pas multinational dans l'affaire. On va le regarder ensemble. Évidemment, on veut limiter le montant de dépenses d'intérêt. L'idée étant de s'arrimer avec ce qui se passe ailleurs. On l'a dit en fonction du BAIA, mais qui n'est pas le BAIA, là, qui est le BAIA fiscal. Interrelation avec les autres dispositions, je vais vite un peu, mais l'idée, c'est que les intérêts ou les dépenses qui sont visées, c'est des dépenses qui sont par ailleurs déductibles aux fins de la loi. Fait que, tu sais, quand tu as des dépenses qui sont par ailleurs déductibles, là, ils viennent s'accrocher à 18,2 là, pour la limitation. Fait que des petites particularités ici, je n'entrerai pas dans les détails. L'entrée en vigueur, ça, c'est important. En fait, il y a deux dates, on va dire, importantes là, dans toute cette histoire-là, à date. Là. Je ne l'ai pas mentionné sur la présentation, mais il y a le 4 février 2022 qui est une date importante parce que c'est une date qui va revenir dans certaines définitions. C'est-à-dire que c'est comme si on prenait pour acquis que le 4 février 2022, vous savez que ces règles-là s'en viennent. Donc, il faut commencer à documenter certaines choses. Par exemple, puis là, je parle encore des déductions minières, là, mais ça s'applique aussi aux pertes finales qui rentreraient par ailleurs, les éléments d'intérêt qui rentreraient par ailleurs dans une perte finale. C'est que ce qu'on va dire, c'est que les éléments d'intérêt qui se retrouvent dans ces dépenses-là, qui découlent d'ententes ou en tout cas de contrats qui ont été conclus depuis le 4 février 2022 vont devoir être pris en considération. Fait qu'il faut le garder en tête le 4 février. Là, ça revient quelquefois dans les définitions. Ça va-tu disparaître? On ne le sait pas, mais en tout cas. Donc, l'autre date importante, c'est le 1er octobre 2023. Pourquoi? Parce que c'est, on va dire, l'entrée en vigueur qui, de toute évidence, sera rétroactive, là, parce qu'on n'a pas encore ni de projet de loi, ni d'adoption, évidemment. Là. Donc, le 1er octobre 2023, on commence à appliquer ces règles-là. Pour les années d'imposition qui commencent entre le 1er octobre 2023 puis le 31 décembre 2023, on va utiliser un ratio de 40 %. Tu sais, je disais tantôt, la limite, ça va être 30 % du BAIA fiscal, mais pour ces années-là, ça va être 40 %. Comme si on dit qu'on va avoir un petit moment de transition, on va t'accorder un petit relief de 10 %. Puis ensuite de ça, le ratio qui va être appliqué là, pour calculer le BAIA fois le ratio, qui est ta limite de déduction, ça va être 30 %. Fait que l'idée, c'est d'être à 30 %. Dans la présentation, on va toujours mettre 30 % là, pour éviter de complexifier la chose, mais sachez qu'au début, c'est 40 %. Là, dans le fond, puis la présentation qu'il y a là n'est pas exactement comme celle que vous avez. Là, on la refera circuler. Là, j'ai fait des petits ajouts. Là. Donc, ce que je vais essayer de faire avec vous aujourd'hui, c'est d'essayer de se faire un genre de cadre d'interprétation ou d'un cadre de lecture, tu sais, de 18,2. Fait que là, je le disais tantôt, j'ai 60 pages de définitions puis de toutes sortes de choses, mais le cœur de la règle, c'est 18,2, paragraphe 2. Donc, ce que ça dit, tu sais, je vais le lire là, pour le bénéfice, là, mais ce que ça dit, c'est que malgré les autres dispositions de la loi, aucune déduction ne peut être faite dans le calcul du revenu pour une année d'imposition d'un contribuable, sauf une entité exclue pour l'année qui provient d'une entreprise ou d'un bien ou du revenu imposable. Donc, je ne pourrais pas déduire de mon revenu ni de mon revenu imposable. Relativement à une somme visée à, puis là, c'est des éléments de la dépense d'intérêt et de financement qui est par ailleurs définie, on va la regarder après, qui serait en l'absence du présent article déductible. C'est pour ça que je dis que
ce qui va être limité, c'est ce qui est par ailleurs déductible, évidemment. Dans le calcul du revenu, jusqu'en concurrence de la proportion de cette somme qui est obtenue par la formule. OK, qu'est-ce qu'on vient de dire là? C'est que, dans le fond, ce que ça dit, cette affaire-là, c'est que ça va te donner la proportion qui est déductible, en gros. Fait que c'est pas le montant déductible, mais c'est la proportion. C'est une petite fantaisie, là, mais on va découvrir un pourcentage avec ça et non pas un montant qui est déductible. Fait qu'en gros, là-dedans, ce que je veux mettre en lumière, les caractères en rouge, c'est des définitions. Fait qu'évidemment, là, je l'ai dit tantôt, là, il y a un paquet de définitions, ça n'arrête plus. Fait qu'on a défini contribuable, c'est quand même intéressant, là. Puis contribuable, ce qu'on a dit, puis je l'ai sur l'autre slide, là, c'est écrit mot pour mot, là. Contribuable ne vise pas une personne physique ou une société de personnes. C'est tout. Ça veut juste dire ça dans 18.2.1. Donc, à contrario, on vise les sociétés et les fiducies, sauf les entités exclues. Okay? Parce que si on revient ici, là, on disait dans le calcul d'un contribuable, sauf une entité exclue. Fait que si c'est une entité exclue, ça c'est important, l'entité exclue, parce que si tu es une entité exclue, là, c'est fini, là, il n'y en a plus de calcul. Là. Fait qu'on on est content quand on est une entité exclue parce qu'on peut arrêter la lecture à ce paragraphe-là. Donc, entité exclue, là, j'y vais un peu en rafale puis un peu en résumé aussi parce que ça aussi, on pourrait en parler toute la journée, je pense. Donc, à la base, une SPCC dont le capital imposable du groupe de sociétés associées qui est utilisé au Canada est inférieur à 50 millions. Bon, fait que là, puis dans la définition, là, j'ai mis société associée, là, mais en gros, on parle d'entité admissible. OK? Fait que ça, il faut faire attention, c'est un nouveau concept aussi qui arrive. Bien, nouveau concept, en tout cas, qui est défini à 18.2.1. Entité admissible d'un groupe, ça dit, en ce qui concerne un contribuable résident au Canada, toute société ou fiducie résidant au Canada, donc les entités admissibles, là, ça va être des sociétés ou fiducies résidant au Canada, et là, je résume, là, qui vont être liées au contribuable ou qui vont être affiliées au contribuable. Autrement qu'en vertu de 251.5b, là, fait qu'on ne va pas appliquer les règles de contrôle conditionnel. Donc, bref, c'est un peu ça l'idée. Fait que si le capital imposable est en bas de 50 millions, tu es une SPCC, tu es une entité exclue. Si tu es un contribuable résident au Canada, tu n'es pas une SPCC, mettons, tu résides au Canada, tes dépenses d'intérêt et de financement, net des revenus d'intérêt et financement, vont être inférieurs à 1 million. Fait que si tu es en bas d'1 million, tu n'auras pas appliqué les règles, là, tu vas être une entité exclue. Puis là, 1 million. Puis là, ce calcul-là, il se fait pour le contribuable et les entités admissibles du groupe. Donc, les entités admissibles du groupe, on l'a dit, c'est des sociétés canadiennes qui sont liées, affiliées avec le contribuable. Donc, il faut regarder toutes nos entités canadiennes. Fait que si moi, j'étais à 1 million, mais ma personne liée était à 3, ça ne marche plus. Mais bref, c'est intéressant quand même de voir qu'il y a un certain quantum où on ne va pas venir appliquer les règles plus compliquées. La dernière est un peu plus... elle demande un peu plus de recul, si on peut dire. Donc, il faut rencontrer toutes les conditions suivantes. Donc, on parle de contribuables qui résident au Canada, dont la totalité ou presque des entreprises du contribuable et des entités admissibles sont exploitées au Canada. Donc, on veut quelqu'un qui exploite ici. Là, la règle pour les sociétés étrangères affiliées, c'est que puis là, il faut que je rencontre toutes les conditions. Il faut que mes sociétés étrangères affiliées, là, le plus élevé de ma JVM ou de ma valeur nette comptable va être en bas de 5 millions. Fait que, mettons, j'ai un groupe qui opère au Canada, mais qui a des sociétés étrangères affiliées dont la valeur est plus grande que 5 millions. Je ne rencontre pas la deuxième condition. Fait que c'est fini. Je ne pourrais pas dire que je suis une entité exclue. Il va falloir que je travaille un peu plus. L'autre, le critère numéro 3, c'est qu'on n'a pas d'actionnaires déterminés qui sont des non-résidents. En gros, là, ce que ça veut dire, c'est que l'actionnaire déterminé, ça, c'est défini à 248. Là, il n'y a pas de nouvelle définition. C'est la définition qu'on connaît. Donc, si j'ai un non-résident qui détient plus que 25 ou 25 et plus, ça ne marchera pas. Je ne pourrais pas être une entité exclue.
Fait que ça. Puis le dernier, qui est vraiment, on va dire, créatif, si on peut dire, c'est, là, on amène indifférent relativement à l'impôt. C'est une nouvelle affaire là, de 18,21, ça aussi. Fait qu'en gros, ce qu'on est en train de dire, c'est que pour être une entité exclue par cette exception-là, il faut te rendre compte de tous les critères, dont le critère que la totalité ou presque de tes dépenses d'intérêt et de financement et de celles des entités admissibles du groupe, bien entendu, sont payées à des personnes qui ne sont pas indifférents relativement à l'impôt et ayant un lien de dépendance avec le contribuable. Ce que ça veut dire, c'est que faut pas que la totalité ou presque de tes dépenses d'intérêt soit payée à quelqu'un qui n'est pas indifférent de l'impôt et qui t'est lié. Fait que là, pas indifférent de l'impôt, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Donc, en gros, je résume, encore une fois, c'est défini. Donc, ce que ça veut dire, en gros, c'est évidemment les entités exonérées puis les non-résidents. Je pense que l'idée en arrière de ça, c'est que je paye une dépense d'intérêt à quelqu'un, on va dire, qui est lié, mais qui, lui, paye de l'impôt ici au Canada. Je pense que là, on peut dire, bien, OK, on va te permettre de faire ta déduction parce que l'autre, il s'impose. C'est un peu ça l'idée. Ça fait que si on paye à des non-résidents qui, par ailleurs, ne s'imposent pas ici, c'est un enjeu. Ça, je pense que c'est ça un peu l'idée. Là. Je résume, là, je comprends que c'est un résumé, là, mais je pense que c'est un peu ça l'idée en arrière de ça. Donc, oui, là, on a fait des petits exemples, là, juste pour montrer un peu l'idée des entités exclues, parce que c'est la première affaire qu'on va faire, essayer de se qualifier comme entité exclue. Donc, dans ce cas-ci, j'ai Canco, qui a des dépenses d'intérêt de 8. Canco 2, 2. Fait qu'en tout, j'ai des dépenses d'intérêt de 10. Je me dis, je peux-tu tout déduire? En fait, la réponse, ça va être oui, parce que je vais être une entité exclue. Pourquoi? Parce que je suis une SPCC, puis le capital imposable de mes entités canadiennes est de 30 millions, c'est-à-dire Canco 1 et Canco 2. Fait que je vais être en bas du 50 millions. Après ça, j'ai, ici, Canco 1, Canco 2, j'ai un capital imposable qui est plus grand que 50 millions. Fait que je ne peux pas me rabattre sur la première exclusion. Puis là, je vais dire... ah oui, c'est ça. Mes dépenses d'intérêt de financement net sont en bas du million. Fait que là, je vais pouvoir me rabattre sur l'exclusion, la deuxième exclusion, là, sur mes dépenses d'intérêt, on va dire, minimes. Après ça, là, ici, là, mes dépenses d'intérêt sont plus grandes qu'1 million. Mon capital imposable est plus grand que 50 millions. Là, je veux porter à votre attention, je suis une SPCC, mais je suis en haut du 50 millions. Après ça, c'est ça. Là, je dis que je suis en haut du 1 million pour la dépense d'intérêt financement. Donc, il faut que j'aille à la plus compliquée des exclusions. Donc, dans ce cas-ci, je vais dire, je rencontre mon premier critère de j'exploite ici au Canada plus que 90 % dans Canco 1, Canco 2. Société étrangère affiliée qui est USCO. Je vais dire le plus élevé des deux, là, ma JVM ou mon coût, c'est 2 millions, fait que je suis en bas du 5. Fait que je suis encore dans mes critères. J'ai pas d'actionnaire déterminé non résident. Mon résident est en bas du 25 %, fait que je suis correct. Puis ensuite de ça, mon intérêt, je ne le paye pas à une entité indifférente à l'impôt, mettons un non-résident, qui m'est lié. Je le paye à quelqu'un d'autre qu'un non-résident, mettons, qui serait indifférent à l'impôt et qui serait lié à moi. Donc, je rencontre tous les critères. OK, fait que ça, c'est pour les exclusions. Bon. Là, on rentre dans le vrai, je vais dire, la vraie affaire, là. Puis là, je vous le dis, là, soyez indulgents avec moi, là, j'essaie de résumer. En tout cas, c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de détails. Bref, ça, c'est la proportion dont je parlais tantôt. Ça, c'est la proportion que je vais pouvoir déduire. OK? Fait qu'est-ce qu'on fait, là? Là, au début, là, je vais vous dire, on va se concentrer sur A et B, puis la première partie de B, qui est le simple, là, le dépenses d'intérêt de financement comparativement à 30 % du revenu imposable ajusté, qui est mon bailleur fiscal. On va commencer juste avec ça, mais on va déjà en avoir pas pire.
Ce qui est intéressant de mentionner à ce stade-ci, c'est que quand je compare ma dépense d'intérêt et de financement avec 30 du revenu imposable ajusté, donc on commence juste avec ça. Si je me retrouve avec une dépense refusée, exemple, là, je me fais des petits exemples, je ne les ai pas mis, là, je vais juste réfléchir avec vous. Mettons que j'ai une dépense d'intérêt et de financement, là, on met ça bien simple, j'ai juste du 21C, j'en ai pour 5 millions. Puis mettons que mon revenu imposable ajusté est à 10. Ça veut dire que mon 30 est à 3. Ça veut dire que je vais pouvoir déduire 3, puis je vais avoir un 2 qui va s'appeler une dépense d'intérêt de financement restreinte. Qu'est-ce qui va se passer avec ça? Ça va devenir un pool qui va ressembler à une perte au camp capital, mais qui n'est pas traité exactement comme une perte au camp capital, mais qui va être régi par l'article 111. Fait qu'en gros, je vais pouvoir le reporter dans le futur, mais j'ai comme engagé, on va dire, plus de dépenses d'intérêt que ce que je suis capable de déduire. Ça, c'est la première situation. Si c'est le contraire, mettons que j'ai une dépense d'intérêt qui est à 5 millions, puis j'ai un revenu imposable qui est à 20. Fait que là, j'ai une dépense d'intérêt à 5, puis j'ai un revenu imposable à 20. Fait que quand je compare les deux, mon 30 de 20 millions, ça va donner 6. Fait que là, j'ai 1 million de plus de capacité de déduction. Ça, on va en parler tantôt, là, mais c'est important de le dire parce que ces notions-là sont comme interreliées. Puis la capacité excédentaire de déduction va nous amener à D et E. Là, on va en parler tantôt. Mais c'est important de dire que c'est les mêmes concepts qui s'appliquent puis que je vais être soit en dépenses d'intérêt financement restreinte, qui va ressembler à un pool de pertes, ou soit je vais être en capacité excédentaire. Puis encore là, je vais pouvoir utiliser cette capacité excédentaire-là dans le futur. On va voir comment tantôt. Donc, là, je me concentre encore sur A et la première partie de B. Donc, A, c'est les dépenses d'intérêt et financement. Donc, on l'a dit tantôt, là, ça serait bien simple de dire que c'est 21C, puis 21E, puis that's it. Ça serait simple. Ça serait dépenses d'intérêt, puis ça serait dépenses des frais de financement 20E, puis c'est tout, puis on met ça là, puis c'est réglé. Mais non. Là, c'est devenu un peu plus complexe. Pourquoi? Parce qu'on veut aller accrocher les dépenses d'intérêt qui seraient disséminées ailleurs dans d'autres déductions. Exemple, j'ai capitalisé des intérêts, puis j'ai pris de la DPA dessus. Fait que je vais falloir aller chercher ces éléments-là. Fait que ça, c'est on va dire clair, autant que ces définitions-là peuvent être claires, mais en termes de travail et de documentation, ça ne sera pas de la tarte, je pense, faire ça. Là. Mais bref. Fait que c'est un peu ça l'idée. Ça va être d'aller chercher les dépenses d'intérêt qui sont ailleurs qu'à 21C. 21C, ça va être facile. Là. On sait il est où notre 21C, mais c'est le reste qui va devenir un peu difficile en termes probablement de documentation. Il va y avoir des éléments qui vont provenir des sociétés de personnes puis des sociétés étrangères affiliées contrôlées, c'est-à-dire qu'on va aller chercher leurs dépenses d'intérêt et financement, notre code-part, etc. Je ne rentre pas là-dedans, je l'ai dit, mais je le mentionne. Fait que ça, c'est pour les intérêts. Ouais. Ensuite, l'élément B. L'élément B, ça va être, puis comment c'est écrit, là, ça va être le ratio fois le revenu imposable ajusté. Le ratio étant défini, mais on l'a dit tantôt, là, pour les fins d'aujourd'hui, on va prendre 30 %, mais ça se peut qu'il y ait des périodes à 40 %. Fait que ce qui se passe, c'est que je vais prendre mon revenu imposable. Je vais enlever les pertes autres qu'en capital de l'année. C'est-à-dire que si mon revenu imposable est à 0, je vais faire un ajustement là, pour faire comme si je n'avais pas fait de perte. En tout cas, je ne sais pas comment ça va se faire, cette affaire-là, là, mais bref, il va y avoir des ajustements qui vont être faits là. Puis là, je vais ajouter, évidemment, mes dépenses d'intérêt, parce que je veux trouver un BAIA fiscal. Fait que je vais ajouter quoi? L'intérêt, l'amortissement. Puis les pertes. Les pertes que j'aurais prises des années antérieures. Fait que si dans mon revenu imposable, je suis allé utiliser des pertes des années antérieures, je vais venir les ajouter. Là, l'affaire du choix. Ça, c'était ajouter le 4 août. Okay? C'est arrivé le 4 août, cette histoire-là de 25 % si je ne me trompe pas, là, mais en tout cas, il me semble que c'est un des fantaisies du 4 août. Là. Donc, ce qui se passe, c'est que ma perte au camp capital que j'utilise des années antérieures, là, on dit perte au camp capital raisonnablement attribuable à des
des dépenses, j'ai toujours déduction en tête, là, mais des dépenses d'intérêt et financement. Donc, ça se peut que si tu prends une perte d'une année antérieure, tu ne l'as pas calculé, là, cette affaire-là, ça n'existait pas, là, ta perte de 2017, mettons. Là. Fait que là, ce qu'ils vont dire, c'est que tu vas pouvoir prendre le choix d'ajouter juste 25 de la perte au camp capital. Tu sais, au lieu d'aller calculer qu'est-ce qui, dans ta perte en capital, découle des dépenses d'intérêt, ils vont dire tu peux faire un choix de prendre 25 puis that's it. Ça, c'est à voir selon les paramètres que vous aurez, mais c'est un petit allègement qui arrive avec le 4 août. On peut penser que dans les consultations, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments sur la documentation, justement. Donc, voilà. Après ça, dans mon calcul de revenu imposable, ah oui, c'est ça. Fait que revenu imposable ajusté, puis là, je vais venir enlever des récupérations d'amortissement, puis toutes ces choses-là là, qui pourraient découler également d'intérêts financement. Donc, on calque un peu ce qui se faisait au niveau des dépenses d'intérêt financement. Fait que si je reviens, moi, j'aime bien revenir à ça. Là, OK? Fait que là, on a juste comparé dépenses d'intérêt et de financement avec le 30 de BAIA fiscal. On va y aller comme ça. Là, on a des petits exemples. Là. Je ne suis pas obligée de passer vraiment beaucoup de temps là-dessus, mais c'est quand même intéressant de le regarder en termes de... Tu sais, les définitions puis les formules sont très compliquées, là, mais en gros, il faut toujours penser qu'on compare la dépense avec 30 du BAIA fiscal. Donc, c'est ce qu'on a fait ici pour aller déterminer la proportion de réduction. Parce que 18,22, ça te détermine un pourcentage. C'est quand même intéressant, là, mais... Donc, c'est ça. Fait qu'on se retrouve avec des intérêts de 5,5 millions qui sont refusés, qui deviennent une dépense d'intérêt et de financement restreinte qui s'en va à l'article 111 comme un pool, je te l'ai dit tantôt. Fait que, dans le fond, cette année-là, on paye de l'impôt, mais ultimement, on va pouvoir déduire cette dépense-là. On va regarder un petit peu tantôt les paramètres de ça. Là, je vais revenir ici. On va essayer de... Là, je suis rendue à... Ouais, le revenu intérêt financement qu'on tient compte, là, mais D et E. OK? Capacité reçue puis capacité absorbée. Ça, je vais essayer d'être clair là-dessus. Là. C'est bon. La capacité excédentaire dont je parlais tantôt. Tu sais, je disais, si tu te retrouves dans une situation, tu sais, je disais, mettons, si tu avais 20 millions de revenus imposables ajustés, à 30 ça donnait 6. Puis là, tu avais 5 millions de dépenses, bien, tu avais créé 1 million de capacité excédentaire. Fait que ça, cette capacité excédentaire-là, tu peux faire deux choses avec. Tu peux faire... D... à D, c'est... à D, c'est... Tu peux le recevoir de quelqu'un d'autre. Tu sais, parce que si toi, tu es le contribuable, puis ton ami, là, l'entité admissible, a une capacité excédentaire, puis te transfère une capacité excédentaire, dans le fond, ça va devenir une capacité de déduction pour toi. Ça va rentrer dans ta proportion, ou en tout cas dans ton calcul de ce que tu peux déduire. Fait que là, tu vas avoir une capacité reçue. La capacité absorbée, qui est prévue à E, dans le fond, la capacité absorbée, c'est quand tu vas avoir une capacité excédentaire à la fin d'une année. Tu n'as pas pu la transférer à personne, tu n'as pas pu l'utiliser, tu n'as pu rien faire avec. Tu vas avoir à la fin d'une année, tu vas avoir une capacité excédentaire, je ne me rappelle plus comment c'est écrit, cumulative inutilisée. C'est ça le terme. Donc, tu vas avoir ça. Puis, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire? C'est que l'année suivante, tu vas pouvoir reconsidérer ça dans tous tes paramètres, puis aller le déduire l'année d'après. En gros, c'est ça. Fait que la capacité, fait que les deux notions, le D et E, capacité absorbée qui peut être comme l'année suivante sur ta capacité excédentaire de la fin de l'année d'avant, ou ta capacité reçue que tu as reçue d'une autre entité du groupe, découlent tous les deux de la définition de capacité excédentaire. Donc, la capacité excédentaire, je l'ai dit plusieurs fois, là, c'est vraiment l'écart entre... c'est que tu as plus de revenus, tu as plus de 30 fois ton BAIA fiscal que de dépenses. Fait que tu as comme laissé sur la table une assiette de déduction, si on veut. C'est un peu ça que ça veut dire. Puis la cumulative, elle... Bon, cumulative, ça aussi, c'est très intéressant. La cumulative, ce qu'elle fait, c'est qu'elle dit, cette année,
j'ai une capacité excédentaire. Puis je vais regarder les capacités excédentaires de mes 3 années précédentes. Fait que quand tu calcules ta capacité excédentaire que tu n'es pas capable de transférer à quelqu'un, fait que tu la gardes dans tes poules, là, mettons, là, tu te dis, bon, moi, j'ai des capacités excédentaires. Tu vas pouvoir, pendant 3 ans, en tenir compte pour bonifier ta déduction dans les 3 années futures. Parce que dans une année X, tu regardes tes 3 années d'avant. Excusez-moi. Donc, c'est ça. Fait que ça, c'est la excédentaire cumulative inutilisée. Puis pourquoi qu'on fait la nuance, c'est qu'on parle de cumulatif, mais c'est ça. Fait qu'on regarde les 3 années d'avant. Donc, oui, la capacité absorbée, ça, c'est très beau aussi, là. Je vais juste aller ici. Excusez-moi, je vais reprendre mes notes. OK. Fait que la capacité absorbée, ici, on l'a dit, là, c'est ce que tu vas regarder dans une année, puis tu vas regarder tes 3 années antérieures, puis tu vas regarder si tu es capable d'aller chercher la capacité des années antérieures. Parce que, tu sais, quand tu as un pool, on va dire, qui ressemble à une perte, tu as trop fait de dépenses, puis tu veux les déduire dans les années suivantes, c'est une chose. Mais c'est quand même intéressant de savoir que quand tu as de la capacité dans une année, disons une année, tu as une très bonne année, là, tu fais un gros revenu imposable, etc. Puis les années d'après, tu fais des moins bons revenus, mais tu peux quand même aller piger ta capacité excédentaire des années antérieures. C'est quand même intéressant comme concept. Voilà. Fait que, oui. Puis les capacités reçues et capacités transférées, là, OK, là, je vais arrêter de parler d'absorber. On va juste aller dans les reçus, là. C'est que dans une année, je vais calculer ma capacité excédentaire. Puis là, je vais regarder toute ma capacité excédentaire cumulative, moi l'entité. Puis là, je vais décider si c'est favorable dans mon groupe d'entités admissibles de transférer de la capacité à un groupe. Fait que c'est sûr que dans un groupe, il va y avoir du travail à faire pour optimiser la situation. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un choix. Puis, évidemment, on va parler de conformité un petit peu tantôt, là, mais on va faire un choix, puis là, on va dire, bien, je te transfère une capacité que j'ai excédentaire. Fait que ce transfert-là, pour moi qui transfère, ça va s'appeler une capacité transférée. Puis pour celui qui le reçoit, ça va s'appeler une capacité reçue, qui, on s'en rappelle, va rentrer dans mon calcul de ce que je peux déduire dans une année X. Fait que dans l'année X, quelqu'un m'a transféré, j'ai une capacité reçue qui va me créer une assiette là, de déduction. Je ne sais pas si c'est clair, mais en tout cas. Puis dans l'autre cas, la capacité absorbée, c'est quand je vais aller comme piger dans ma propre capacité excédentaire cumulative inutilisée des années antérieures. Fait que tout ça va me créer de l'assiette de déduction dans mon année X. Je ne sais pas, je me suis pas perdue, là, mais en tout cas, je l'ai lu souvent, là, mais c'est ça. Fait que ça ressemble à ça. Là, ici, il y a des exemples. Dans le fond, ce qu'on veut montrer avec ça, c'est que je vais pouvoir... Là, ici, OK, dans ce cas-ci, j'ai créé... On va dire, je vais dire le vrai mot, une dépense d'intérêt de financement restreinte. OK, j'ai créé ça, qui est un pool que je vais pouvoir utiliser les années suivantes. Donc ici, là, j'avais créé pour 5,5 millions de pools. Puis après ça, je me retrouve à l'année d'après où j'ai droit à toute ma déduction. Là, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Mais là, il faut faire attention parce que là aussi, on va avoir des calculs où est-ce qu'il faut aller tenir compte de qu'est-ce que je peux déduire au niveau de ma déduction d'intérêt et financement restreinte. Quand on va se reporter à l'article 111, là, il y a un nouveau paragraphe, 111.1a.1, qui est le pool de DIFR, affectueusement nommé. Dans le fond, c'est que ton pool de DIFR, tu vas pouvoir l'utiliser. Tu ne peux pas te créer de perte avec, évidemment. Là, vous allez voir, c'est comme expliqué. Là. Et il va y avoir des limites aussi au niveau de l'intérêt. C'est-à-dire que on ne pourra pas aller se créer, on ne pourra pas aller se creuser un autre
pool des IFR. En tout cas, vous allez voir comment c'est écrit. Là. C'est un peu compliqué, là, mais c'est vraiment comme ça que c'est amené. Fait que... Ouais. Fait que là, je vais me retrouver à utiliser. C'est ça, c'est que dans ce cas-ci, ce qui se passe, c'est que... OK, dans cet exemple-là, ce qui arrive, c'est que j'ai... quand j'applique mon revenu imposable ajusté à 30 % je suis à 4,5 millions. Puis j'ai 1 million de dépenses dans mon année en 2025. Fait que j'ai de la place pour 3,5 millions de déductions inutilisées, de dépenses d'intérêt financement restreint. OK? Fait que je peux pas prendre plus que ma capacité de l'année, mais je peux quand même aller utiliser comme un peu, tu sais, je vais faire un parallèle là, qui boite un peu, là, mais tu sais, comme les pertes en capital que je peux utiliser juste contre du gain en capital, mais dans ce cas-ci, je peux l'utiliser contre ma limite, là, qui est le revenu imposable ajusté à 30 %. OK? Donc, c'est ça. Fait que j'en avais pour 5,5, j'en ai utilisé 3,5, il m'en reste 2. Fait que c'est un peu comme ça. Fait que c'est pour ça que je dis que on peut le reporter, puis c'est prospectif toujours, là. Il n'y a pas de limite de temps, mais ça va être limité aussi par le paramètre là, du revenu imposable ajusté fois le ratio de 30 %. OK. Ça, je vais passer peut-être un petit peu de temps là-dessus, mais pas tant, parce que c'est quand même assez technique, là. Mais quand on disait tantôt que je peux créer de la capacité absorbée dans une année qui va découler de la capacité excédentaire cumulative inutilisée qui tient compte des 3 années précédentes. Là, dans mes premières années, j'en ai pas de 3 années précédentes. Fait que il y a une règle transitoire qui existe pour être capable de prendre l'année 2023 comme une année précédente, mettons. Je ne sais pas trop comment l'expliquer, là, mais parce que sinon, tu serais pénalisé ta première année parce que tu aurais juste ton année de base là, que tu pourrais utiliser. Fait que il y a comme une règle transitoire là, qui va s'appliquer à ce niveau-là. Puis ça, quand tu as une capacité excédentaire cumulative inutilisée, puis que tu l'as fait utiliser que tu l'utilises ou que tu as fait utiliser par quelqu'un du groupe, ça aussi, il y a un choix à faire. Ça, il va falloir être très vigilant. Là. Il y a beaucoup de choix et de formulaires prescrits qui s'en viennent. En tout cas, à suivre. L'exemple est un peu, je veux dire, ardu. Là. Je vais peut-être regarder 2-3 années avec vous, là, juste pour regarder un peu comment ça s'articule, cette affaire-là. Mettons qu'en 2023, là, j'ai une fin d'année le 31 décembre, on peut penser que j'appliquais pas les règles. Là, okay? Fait que je m'invente une capacité inutilisée, OK? Même si j'appliquais pas les règles. Fait que dans le fond, ce qu'on dit, c'est que dans cette année-là, je me suis créé de la capacité excédentaire aux fins de calculer la capacité absorbée que je vais pouvoir prendre dans les années futures. Mettons que c'est ça. Là, quand je regarde l'année suivante, en 2024, là, en 2024, je dis, qu'est-ce que je suis capable d'aller prendre des années antérieures? Tu sais, qu'est-ce que je suis capable de créer comme assiette qui provient des années antérieures? Donc, on va regarder la capacité absorbée. Ça, c'est ce que je peux prendre des années antérieures. Ça s'appelle la capacité absorbée. Donc, ça va être le moins de la capacité excédentaire cumulative inutilisée des 3 dernières années, celui qu'on vient d'inventer à 5,5 millions pour 2023. Puis je dis inventé dans le sens où, tu sais, ça n'a pas servi à rien dans cette année-là, aux fins de 18,2. Ou dépenses d'intérêt financement moins mon fameux ratio, 30 % etc. Donc, le moindre, ça va être 1,4 million. Fait que ce qu'on est en train de dire, c'est que quand je vais aller calculer mon A moins B plus C plus D, ma formule de 18,22, je vais pouvoir aller créer une capacité absorbée de 1,4 million, ce qui va me permettre de déduire plus en 2024, même si, par ailleurs, je n'avais pas la capacité si j'avais regardé juste 2024. Fait que là, je ne rentre pas dans le détail de tout ça parce qu'on fait comme 5 années, là, mais ce que je veux qu'on retienne de tout ça, c'est que je vais créer de l'assiette de déduction. Puis là, l'exemple est fait avec 2023 pour montrer un peu la règle transitoire que même si on n'a pas appliqué 18,2 en 2023, on a créé quand même une capacité excédentaire via 18,218, là, qui est la règle transitoire.
Fait que ça, c'est ce qui se passe. L'autre chose importante là-dedans, c'est que quand j'arrive en 2027, je regarde mes 3 années antérieures, qui sont 24, 25, 26, et je ne regarde plus 2023. Puis la capacité que j'avais créée en 2023 est perdue, est expirée. Fait que je ne veux pas passer en détail toutes les années, mais ce qui est important de se rappeler, c'est que je regarde vraiment 3 années. Puis dans ce cas-ci, 2023, là, puis là, comme je vous dis, je ne passerai pas à travers tout ça, là, mais 2023, j'avais en 2026, où je regardais 23, 24, 25, j'avais encore une capacité excédentaire de 800 000 de 2023, mais qui va être perdue parce que je regarde juste les 3 années antérieures. Fait que c'est ça. Après ça... Bon, ça, c'est des capacités transférées ou reçues. Ça veut dire que j'ai une capacité excédentaire, je l'ai dit tantôt. Fait que j'ai une capacité excédentaire de 3,5 millions. Puis, je suis capable de la transférer à une autre entité qui va avoir une capacité reçue, qui va rentrer dans son assiette de déduction. On le voit, là, Canco 2 a une capacité excédentaire de 3,5 millions. 4 transferts à Canco 1, là, on voit ça rentre dans son élément A, B, C, D, E, dans son élément D ou E, là, je ne sais pas trop, là, mais bref, ça rentre dans son assiette. Donc, ça réduit ce qui est refusé. Ça augmente la déduction qu'elle peut prendre. En gros, c'est ça. Bon, là, je vais aller, avant de rentrer là-dedans, là, je vais aller, est-ce que je veux regarder, là? Bon, ratio de groupe. OK. Là, je vais revenir. Je m'excuse, je vais revenir. Je vais vous montrer quelque chose avant, là, parce que je pense que c'est la meilleure façon là, de fermer vos yeux là, pour pas... Bon. Donc, c'est ça. Fait que là, on a tout regardé les éléments. On a survolé les éléments. Je ne prétends pas qu'on est allé dans le détail, mais on a survolé les éléments A. Le premier élément de B, on a regardé C, qui est les revenus d'intérêt financement, capacité reçue, capacité absorbée. F, rapidement, là, c'est que F, c'est ton dénominateur. Puis, en gros, c'est les dépenses d'intérêt financement avec certains ajustements pour des dépenses d'intérêt financement qui viendraient de sociétés étrangères affiliées. Je ne rentre pas là-dedans, mais je veux juste mentionner que ce n'est pas exactement la même chose que A. Il peut y avoir des ajustements, mais je ne rentre pas là-dedans. Là. Je n'ai pas été dans le détail de ça. Bref, ce qui nous manque, c'est le montant de transfert ratio de groupe. C'est que dans le fond, à B, qui est le calcul de... mettons, ton ratio fois ton BAIA fiscal, c'est que tu as un choix. C'est soit que tu vas prendre 30 % de ton revenu imposable ajusté, ou tu vas prendre ce qu'on appelle le montant de transfert ratio de groupe. Ça, c'est une autre belle affaire. Là, je m'en vais à 38, je m'excuse, je ne veux pas vous étourdir, mais bon. Fait que dans le fond, ce que ça fait, là, ratio de groupe, là, on passe à... Je vais juste aller dans mon... on passe à 18,21. OK? Ce que ça fait, cette affaire-là, là, c'est que là aussi, on rentre dans des nouvelles définitions, puis des nouvelles affaires, puis des nouveaux concepts. Puis ça aussi, là, d'après moi, on va avoir beaucoup de plaisir à analyser ces définitions-là, à les interpréter et tout ça, hâte de voir comment ça va se traduire. En gros, ce qui arrive, c'est que quand je suis dans un groupe, on va parler d'entités admissibles, qui sont évidemment on l'a dit, là, c'est des sociétés canadiennes qui sont toutes liées entre elles. On va parler d'un périmètre de consolidation. Pourquoi on parle de ça? C'est que dans les conditions d'application de ce choix-là, là, de prendre un ratio de groupe, une des conditions, c'est d'avoir des états financiers consolidés du groupe. Fait que les entités pour lesquelles tu vas pouvoir prendre le ratio de groupe, il faut que par ailleurs, il y ait des états financiers vérifiés, consolidés du groupe. Fait que déjà, c'est vérifié, consolidé, périmètre de consolidation. Très important de se rappeler de ça, parce que si tu n'as pas ça, tu ne pourras pas appliquer ce choix-là. Évidemment, il faut que tu produises le choix. Puis le montant que tu vas attribuer... OK, là, y a-t-il une définition? Juste voir. C'est montant attribué à un membre canadien du groupe. Puis là, on va parler de ratio du groupe consolidé pour la période pertinente, fois le revenu imposable ajusté du membre pour chaque année d'imposition pertinente. En tout cas, on repart dans d'autres définitions.
En gros, le ratio, c'est important. Ça, c'est bien important là, parce que ça peut être intéressant dans certains groupes. Là, c'est que le ratio va être de 1,1 fois, et là c'est des définitions, là, mais en gros, la dépense nette d'intérêt du groupe sur le bénéfice comptable du groupe. Je résume, là, mais en gros, c'est ça. Fait que là, j'épargne encore une fois les détails parce que c'est un monstre à lire, là, mais de bénéfices comptables du groupe, là, ça va avoir un paquet d'ajustements parce qu'évidemment, oui, le bénéfice comptable, on va faire quelques ajustements. Là, on ne veut pas juste prendre le bénéfice comptable. Fait que là, il y a un paquet d'ajustements à faire. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que le ratio va être à 1,1. Donc, tu as un ratio plus élevé. Fait que, tu sais, quand tu prends la méthode de base, tu es à, mettons, 30 mais là, tu vas être à 1,1 de 30 Fait que tu vas avoir un plus gros ratio de déductibilité que tu vas te partager à travers ton groupe d'entités admissibles, par ailleurs, consolidées. Je ne sais pas trop si c'est clair, là, mais bref. Fait qu'il va y avoir un choix qui va être permis là. Ça, j'ai résumé un peu, là, mais... puis là... Oui, c'est ça. C'est un peu ce que ça raconte, cette affaire-là. J'essaie de le résumer parce que c'est très, très aride, cette affaire-là, là, mais en gros, c'est ça que ça dit. Puis ça, le 1,1, si je ne m'abuse, est arrivé le 4 août 2023. Donc, c'est un genre de cadeau là, qui est arrivé. Fait que ça, je pense que ce que ça fait, c'est que pour nos clients ou vous, là, je ne sais pas si vous êtes en pratique privée ou en tout cas, peu importe, là, mais pour les groupes, ça va être important de se pencher là-dessus pour voir qu'est-ce qui est le plus avantageux en termes de déduction. Parce que là, on a un choix qu'on peut faire. Là. On peut prendre un chemin, on va dire, plus facile ou un chemin comme ça. Fait que je pense que ça va être intéressant de regarder. Ah oui, puis je pense que... Puis là, je ne suis pas certaine, là, je m'avance, là, mais je pense qu'il faut être en IFRS pour que ça marche. Mais je ne suis pas sûre. Je suis très humble avec vous, là, mais je pense qu'il faut être en IFRS, ce qui peut devenir quand même un autre écueil. Là, parce que ce n'est pas tous les groupes qui sont en IFRS. Évidemment, quand on pense à IFRS, on peut penser qu'on vise plus des groupes multinationaux. Là, bon. Puis là, bien évidemment, il y a un choix à produire. Fait que je vais juste revenir à quelques petits points en rafale, parce que ça, c'est vraiment ça que je voulais jaser. Là. Bon, conformité. Ça va être important. Moi je dis toujours, puis tu sais, moi, je suis issue de... M. Boulay m'appelle maître, mais je suis surtout une comptable agréée, CPA, de formation. Donc, moi, la documentation de calcul et tout ça, c'est quelque chose qui a toujours été, tu sais, dans mes soucis, là. Fait que ça, je pense que tout ce qu'on vient de jaser là, ça amène énormément de travail en termes de documentation. Et... là, ça, c'est vraiment super important. Là. La déclaration de revenus va maintenant comporter, bien maintenant, une fois que ça va être adopté, là, si on se rend à l'adoption à un moment donné. Bref, il y aura un formulaire prescrit dans la déclaration de revenus. Et c'est important de comprendre que au niveau de la prescription, puis au niveau des nouvelles cotisations, il y a une modification qui est faite à 152.4b.9. Puis, dans le fond, la période de nouvelle cotisation va commencer à courir à partir du moment où le formulaire est rempli. Est rempli au complet. Ça veut dire que si on envoie un formulaire qui est incomplet, il est considéré pas rempli. Ça, c'est important, là, parce que, tu sais, nous autres, quand on calcule les délais de prescription, on part de la première cotisation, là. Mais là, ça vient dire que tant que tu n'auras pas finalisé ce formulaire-là, ton délai de prescription ne courra pas. Je trouvais ça quand même surprenant. Moi, je n'ai jamais vraiment vu ça, là, que le délai de prescription et le début du délai de prescription bougeait. Je n'ai pas vraiment vu ça. Là. On le sait que quand on fait des déclarations incomplètes, c'est comme si c'était pas fait, là, mais de là à dire que toute ma déclaration de revenus demeure non prescrite, là, demeure ouverte, pour ce formulaire-là, je pense que ça va être important d'être alerte. Là. Fait que quand ça va arriver en vigueur, il faut s'assurer de le remplir. Je pense que moi, c'est le premier red flag que je dirais. Là.
Fait que ça, c'est bien important. Puis là, on l'a dit, il y a des choix. Quand j'ai des capacités excédentaires, je vais vouloir produire un choix pour transférer la capacité excédentaire. Il faut que je produise le choix. Là, j'épargne les détails, mais ça va être des choses qui vont ressembler à choix modifié, etc., comme quand on partage, par exemple, la DPE. Fait qu'on va avoir toutes nos sociétés, qui prend quel montant. Puis là, si je modifie le choix après, parce que l'autre a une autre fin d'année, bon, etc., là, il va y avoir comme une espèce de cascade dans certains cas. Là. Donc, il va y avoir aussi ces choix-là à faire. Puis partout dans les propositions, on parle de formulaires prescrits. Fait est-ce qu'il y aura des formulaires prescrits ou on sera comme dans d'autres situations où c'est écrit formulaire prescrit, mais il faut faire des lettres? Je ne sais pas. Mais à beaucoup d'endroits, on parle de formulaire prescrit. Fait qu'on a la déclaration de renseignement qui va expliquer mon calcul de mon 30 %, mon revenu imposable, ajuster mon ci, mon ça, puis qu'est-ce que je déduis, puis qu'est-ce que je mets en dépenses d'intérêt financement restreinte à l'article 111. Tout ça va devoir être consigné dans un formulaire. Puis ensuite, je vais avoir des formulaires de choix pour, comme je disais tantôt, si je transfère des capacités, si je fais le choix d'utiliser le ratio de groupe, fait qu'il va y avoir plusieurs formulaires qui vont s'ajouter à ça, plusieurs choix. Ensuite de ça, attends, je vais juste voir, là, parce que j'étais un peu en rafale. Là. Sociétés étrangères affiliées, puis les sociétés de personnes, je vais en parler juste rapidement. Je veux juste dire que, encore une fois, il y a des définitions qui vont arriver. Où est-ce qu'on va les calculer? Parce que la société de personnes ne sera pas tenue de remplir une déclaration de renseignement pour ses déductions, ses dépenses d'intérêt et financement. C'est l'associé qui va le faire via la quote-part qu'il prend. En tout cas, pour l'instant, c'est ça. Société étrangère affiliée, ça va être un peu la même chose. T'sais. La société étrangère affiliée ne sera pas tenue, évidemment, de remplir le formulaire, mais nous, les contribuables canadiens, là, les sociétés canadiennes, vont devoir remplir ces informations-là pour leur société étrangère affiliée. Donc, ça va être des codes-parts qui vont rentrer de dépenses d'intérêt, puis il y a des calculs qui se font au niveau du FAPI, mais vraiment, Puis, pour être honnête, j'en ai eu assez à juste décortiquer le reste, fait que j'ai pas regardé ces règles-là, je vais être très honnête. Donc, l'autre chose que je voulais aborder, comme il me reste peut-être un petit 5 minutes, là, c'est la question du pool, tu sais, le pool de dépenses d'intérêt financement restreint. J'en ai parlé avec l'exemple, mais c'est important aussi de mentionner que dans les propositions, on crée aussi un pool là, qui va se transférer en cas de fusion ou de liquidation. On rentre ce pool-là dans les règles d'acquisition de contrôle. Vous allez les voir à 111.4, à 111.5. On va voir à 111.5, en fait, là, les restrictions d'utilisation de pertes. Là. Donc, vous allez voir arriver les restrictions pour la dépense d'intérêt financement restreinte, qui va ressembler aux mêmes restrictions, évidemment, que les pertes, mais c'est important de le mentionner. Dans des cas d'acquisition de contrôle, dans des cas de transaction, il faudra penser maintenant à ce pool-là, qu'est-ce qu'on fait avec. Je pense que pour le reste, là, au niveau du pool, j'en ai parlé. Bon, conclusion, là, en gros, tu sais, bon, impact sur la conformité, donc soyons vigilants. De un, il faut remplir nos formulaires, il faut les documenter, tout ça, d'autant plus qu'on a un des formulaires qui pourrait faire en sorte de retarder le début de la période de prescription. Fait que c'est pas intéressant. Fait que ça va être intéressant. Ça va être important de documenter comme il faut. Ensuite de ça, provision d'impôt, cash flow. Provision d'impôt, bon, là, je l'ai dit au début, là, on est en proposition législative, fait qu'on n'est même pas encore en projet de loi, là, fait que même, on a un gouvernement majoritaire, mais on n'est pas encore dans une situation où on est pratiquement en vigueur, ou en tout cas substantially enacted. Là. On n'est pas là encore, mais gardons-le en tête. Puis comme ça s'applique rétroactivement aux exercices qui débutent le 1er octobre 2023, soyons vigilants aussi pour se préparer à l'adoption de ça. Concurrence fiscale, en fait, c'est juste une note pour dire que tout ça s'insère dans une volonté, on va dire, mondiale, là, en lien avec les BEPS et tout ça, là, de vouloir être,
on va dire, un bon pays fiscal, là, où est-ce qu'on ne peut pas venir déduire n'importe quoi ici. Là. On veut être concurrent, on veut pas attirer des gens ici parce qu'ils ont des déductions indues ou des choses comme ça. Là. Bon. Puis là, et là, tu sais, c'est ça. Ça fait depuis le 4 août que c'est stagnant, cette affaire-là. Là. Je ne sais pas si vous avez vu quelque chose, n'hésitez pas dans les questions à me le mentionner. Moi, je n'ai rien vu depuis le 4 août. Je l'ai dit tantôt, je pense que je n'ai rien vu dans l'énoncé économique. Il ne parlait pas de ça. Puis je ne sais pas quand on va arriver avec, on va dire, un vrai projet de loi, là, ou va-t-il y avoir d'autres modifications majeures? On ne sait pas. À suivre. Mais on sait que la ministre des Finances a vraiment l'intention de poursuivre cette initiative-là. Donc, voilà. OK, je l'avais dit au début, là, c'est basé sur le 4 août. Ce n'est pas un avis juridique ou fiscal, non. C'est un acte de folie passagère d'essayer de résumer cette disposition-là. Alors voilà, c'est quelques... Voilà. J'ai mis aussi dans la présentation mon collègue Jerry DeLuca qui est à Fiscalité internationale, donc c'est toujours intéressant d'avoir cette perspective-là sur des dossiers comme ça. Donc, ça ressemble à ça. Est-ce que les choix sont annuels? Comme le choix de groupe, une fois que tu l'as choisi, tu peux changer à chaque année? Je ne sais pas. C'est une excellente question. Moi, je m'attends à ce que ce soit annuel. Je pense pas que... Je m'attends à ce que ce soit annuel, mais en même temps... Quoi? C'est annuel? Tu le sais? Oui, c'est annuel. Et ma collègue Geneviève, oui, c'est annuel. OK. Puis juste, est-ce que tu as regardé l'interaction entre la règle de ThinCap existante? C'est que, comme on dit, à la base, il faut que ce soit des intérêts qui sont par ailleurs déductibles. Tu comprends? Fait que dans une année, tu vas déterminer qu'est-ce qui est ton intérêt déductible, puis là, tu vas appliquer ta règle de 18.2. C'est comme ça que je la comprends. Fait qu'exemple, dans le calcul ici, dans l'exemple de 5 millions d'intérêts potentiellement déductibles, il y en a 2 qui sont attrapés par l'ancienne règle de ThinCap, ouais. Qui t'en reste 3. Oui, tu vas appliquer la règle sur 3. C'est ça. Ouais. Mais le calcul du ratio, pour savoir quel pourcentage qui est déductible, est-ce que c'est tu regardes le 5 au complet, puis après ça te donne exemple, j'ai droit à 50 de Moi, je pense que tu regardes 3. Parce que quand tu regardes le préambule, le 18.2.2, donc on va y retourner juste pour les fins de... On est des fiscalistes, on lit la loi de l'impôt, puis là, on lit les propositions. Mais, c'était où cette affaire? Si j'avais mis le préambule, donc. Ici. Donc, ça dit qui serait, en l'absence du présent article, déductible. Donc, on vise... je pense que quand tu vas appliquer... OK. Je pense que quand tu vas appliquer ton ratio, tu vas tout prendre, mais après ça, tu vas appliquer ton ratio sur les dépenses par ailleurs déductibles. De quoi de même? C'est de même que je le vois, moi. Mais je ne sais pas, je ne connais pas la réponse, là. OK, fait que le B, OK. Fait qu'on calcule le B. Parce que ce que ça dit, là, c'est que tu vas appliquer ta proportion relativement à une somme visée à, etc., dépenses d'intérêt financement, qui serait, en l'absence du présent article, déductible. Donc, c'est ton 3 millions dans ton cas. C'était 3 millions, hein, ton exemple. Fait que moi, je pense que tu vas appliquer à 3 millions. C'est que dans le fond, ce qu'on dit, c'est que ton autre, là, il est déjà non déductible. C'est comme s'il n'existait pas au fin de cet article-là. Moi, c'est de même que je le comprends. Okay. Fait que si tu avais une capacité de 3, dans notre cas, ben là, tu aurais le droit de déduire le reste du 3. C'est ça. Tu sais, si t'arrivais que tu as en masse de revenus imposables ajustés, ben tu vas déduire 3. Parce que ça ne serait pas logique d'arriver dans une situation où là, tu vas déduire plus que qu'est-ce que... Tu sais, c'est comme on va passer par-dessus le TNCAP, puis c'est pas ça l'idée, tu comprends? C'est vraiment l'idée, c'est de se limiter. C'est que ce sur quoi tu as droit à une déduction va être limité avec certains paramètres. Fait que je te dirais, moi, que ce que j'ai compris, là, puis je pense qu'il en parle dans les notes, là, ce que j'ai compris, c'est que c'est celle qui arrive à la fin. Il faut que par ailleurs, tu sois déductible. Comme il faut que tu sois passé à 21C. Tu comprends? OK. Oui, je le verrai demain. Ouais. Tu as répondu à ta question? C'est sûr qu'il n'y a pas d'interprétation encore, mais logiquement, ça serait ça. Oui, ça répond. Il faudrait que je regarde
Puis, tu sais, quand tu y penses, tu sais, la logique en arrière de ça, c'est de te permettre de déduire jusqu'à concurrence d'un certain revenu. Fait que, tu sais, c'est sûr que je vais déduire ce qui est par ailleurs déductible. Tu comprends? Parce que si c'est pas déductible en vertu du TNCAP, bien, c'est pas déductible, c'est zéro. C'est parti, ce bout-là. Fait qu'on va regarder le bout qui est déductible, puis on va regarder nos paramètres de déduction. Je le verrai comme ça. Quand on parlait de... Je vais reprendre mes notes, là. Tu sais, on parle dans les entités exclues, là, ta troisième, quand il dit... La compliquée, là? Oui, la compliquée, là. Puis, tu sais, on dit la totalité auprès des entreprises et des activités des contribuables et des entités admissibles du groupe qui sont exploitées au Canada. On se base sur quoi? Tu sais, mettons, la totalité auprès des entreprises, c'est la juste valeur marchande dans l'entreprise, c'est l'actif net, Bon. c'est la juste valeur des actifs. Avant le 4 août, on disait... Ah oui, ça, c'était bien cute, ça. Avant le 4 août, on disait que chaque entreprise devait être à plus de 90 au Canada. Là, maintenant, on dit que la totalité aux presses des entreprises doit être au Canada, en gros. Là, on se base sur la JVM. Écoute, c'est une de bonne question. On Tu sais, est je veux dire, exploité au Canada, mais c'est... moi, je te dirais que, d'après moi, ce qu'on veut viser, c'est probablement un pourcentage de tes revenus, là. Ça veut dire, à mon avis, c'est ça. C'est-tu expliqué? Je pense pas. Tu sais, si tu expliqué cette affaire-là d'exploiter au Canada, y a-tu une définition? Je ne sais pas. J'irai dans les définitions, mais j'ai pas vu. J'ai pas vu de définition à cet effet-là. Mais c'est une très bonne question. Fait que dans le fond, ce qu'on veut savoir, c'est que logiquement, c'est le revenu que tu dégages par tes activités. Parce que, tu sais, dans tes autres tests, souvent, ça va, tu sais, mettons, ta DGC puis tout, là, quand tu regardes, tu sais, ça va être basé sur tes actifs. Oui, mais j'ai pas vu... Tes actifs utilisés principalement au Canada, mais, tu sais, exploités au Canada. Oui, c'est parce que là, on parle... Dans les tests de SEPE puis DGC puis tout ça, on le dit précisément que c'est les actifs qu'on vise. Alors qu'ici, on dit entreprises et activités. Donc, c'est quoi les entreprises et activités? Tu sais, je sais pas. Écoute, j'ai pas vu ce détail-là dans ce que moi j'ai lu. C'est une bonne question. Moi non plus, c'est pas ça. Je suis pas sûre. J'en aurais une. Oui, je t'écoute. Sûrement que ça va avoir un effet sur le calcul du revenu protégé. OK. Revenu protégé, bon, oui, ça, c'est une bonne question. Ça, je pense que je peux y répondre. En fait, c'est que la dépense qui va être refusée, c'est quand même une dépense que tu as faite. C'est quand même un cash-out, un cash outlay. C'est une sortie de fonds, une sortie de flux monétaire. Donc, moi, je m'attendrais à ce que ce qui est refusé en vertu de 18.22 soit rajouté, soit déduit du revenu protégé. Parce qu'on part du revenu imposable qui excluait cette dépense-là, comme une dépense refusée, mettons, je sais pas, des repas ou peu importe. Oui, je m'attendrais à ce qu'on vienne réduire notre revenu protégé, oui. Bonne question. Pour la capacité absorbée, tout à l'heure, Ouais. tu as dit qu'on retournait seulement à 2023. Donc, on ne retourne pas à des années précédentes, disons, pour la première année? Ça, écoute, c'est 18.21.8. Puis, je vais juste aller voir, là. Nous, on a fait l'exemple avec 2023. Je pense que tu pourrais aller plus loin. Mais c'est d'aller calculer ta capacité. C'est d'aller faire tes calculs correctement. Mais je pense que tu peux aller plus loin. Laisse-moi regarder, là. Parce que l'idée, c'est vraiment d'aller les 3 années antérieures. Oui, tu pourrais aller plus loin. C'est que nous, on a simplifié, je vais dire, notre exemple, là. Mais, tu sais, la difficulté, ça va être un peu d'aller recalculer, tu sais, tes capacités excédentaires des années antérieures. Fait qu'il va falloir déterminer ta dépense d'intérêt financement, ton revenu imposable, etc., etc., tu sais. C'est une bonne pratique, dans le fond. Ben oui, puis tu sais, si tu te retrouves dans une situation où tu as des intérêts qui sont refusés, là, tu sais, qui sont restreints, mais peut-être ça vaut la peine de le faire, mais oui, effectivement. Alors, je voudrais te remercier, Isabelle, pour l'excellente présentation que tu as faite.
je comprends que les règles, on est dans le centre mouvant pas mal. Ce sera un sujet à suivre et à développer sûrement dans les prochains mois. Alors, je me permets de remercier encore notre commanditaire, Manuvie, pour l'aide qu'il nous donne pour permettre de faire ces excellentes conférences. Également à vous, pour vous être déplacés. Alors, c'est très apprécié du comité là, de voir de plus en plus de gens venir à nos déjeuners-conférences. J'en profite également pour vous dire que la prochaine conférence aura lieu le 6 février 2024 et on va parler de la fiscalité des snowbirds. Alors, donc, on a deux excellentes conférencières, Manon Harvey de PwC et Mme Claudia Caron-Boutin de CFLA. Et à votre agenda, également, le 14 mai, on va avoir une présentation sur démystifier les règles de divulgation obligatoires au Québec et au fédéral, incluant l'aspect conformité. Alors ça, c'est sûrement une conférence à ne pas rater avec toutes ces nouvelles règles de divulgation. Quand est-ce qu'on doit divulguer? Quand est-ce qu'on ne doit pas divulguer? Est-ce qu'on divulgue de façon sécuritaire avec ce que ça pourrait engager de faire une divulgation? Donc, la conférence va être faite par Maître Olivier Verdon de Starnino Mostovac. Alors ça, c'est le 14 mai 2024. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne période des fêtes. Profitez-en pour vous reposer parce que je pense qu'on a pas mal de pain sur la planche. Merci.